Matin de France Culture, Jean Lémarie. L'armée française va-t-elle quitter l'Afrique ? Emmanuel Macron vient de débuter un nouveau voyage sur le continent. 5 jours et 4 pays, le Gabon, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Avant de s'envoler pour le continent, le chef de l'État a annoncé un nouveau cap, la fin des bases militaires françaises en Afrique, en tout cas telles qu'on les connaît aujourd'hui. Que signifie cet objectif ? Est-il cohérent ? Sera-t-il tenu ? La France va-t-elle s'effacer de ce continent où elle a eu longtemps de nombreuses colonies? La France, en tout cas, sur place, est attendue au tournant. Je salue nos deux invités, deux journalistes et deux spécialistes de l'Afrique. Bonjour Rémi Carayol. Bonjour. Vous venez de publier Le Mirage sahélien, La France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après, c'est aux éditions La Découverte. Bonjour Francis Clatindé. Bonjour. Vous avez été, vous, rédacteur en chef du Monde Afrique. Je précise aussi que vous enseignez à Sciences Po Paris. La France possède toujours 4 bases permanentes sur le continent. Si je ne me trompe pas, on a refait la liste avec l'équipe des Matins de France Culture. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et puis Djibouti, évidemment, qui est toujours stratégique. Est-ce la fin d'une époque, Rémi Carayol ? Pour l'instant non, puisque la France dispose toujours de ces 4 bases. J'en ajouterai même une 5e qui se trouve à Mayotte, qui est un territoire français mais qui est contesté au niveau de l'ONU par les Comores. Et puis surtout, il y a aussi encore une très forte présence au Sahel, dans des bases qui ne sont pas historiques, quoique à N'Djamena ça commence à devenir une base historique, mais il y a encore 3000 soldats aujourd'hui au Sahel, donc pour l'instant on est encore très très loin d'un retrait de l'armée française de ses anciennes colonies. C'est toute la question du discours d'un côté, de la pratique de l'autre, dont nous allons longuement parler ce matin. Je m'arrête tout de même sur ces bases qui sont là. Depuis quand existent-elles ? Est-ce que ce sont des implantations très anciennes ? Pour certaines, oui, puisqu'il y a des pays que l'armée française n'a jamais quitté. Je pense notamment à la base de Dakar, qui est là depuis l'indépendance, qui était là même avant, durant la colonisation. Il y a à Libreville aussi une présence française continue depuis l'indépendance, donc en 1960, et même les bases d'Abidjan et de Djibouti, c'est différent, parce que l'indépendance a été acquise plus tard, en 1975, et là aussi, il y a une base depuis l'indépendance. Donc en gros, on a une présence quand même continue dans ces territoires-là, sans oublier d'autres bases qui ont disparu depuis, mais qui ont quand même longtemps été pérennisées dans certains pays, la Centrafrique ou d'autres. Il y a l'histoire, il y a le présent. Francis Clatindé, à quoi servent aujourd'hui ces bases militaires françaises ? Quel est leur rôle ? Alors, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que ces bases sont-elles là pour protéger la communauté française ? Parce que vous savez, il y a des Français, des binationaux dans tous ces pays. Est-ce que ces bases sont là pour protéger les chefs d'État, les dirigeants donc adoubés par la France ? Est-ce qu'elles sont là pour intervenir en cas de djihadisme, on ne sait pas exactement, parce que la présence de ces bases est entourée d'un voile opaque. C'est vraiment, et puis c'est l'omerta là-dessus. Et on ne sait pas, on ne communique pas assez. Je vous fais remarquer que le Burkina Faso a annoncé avant-hier, a demandé à la France l'accord de défense qui a été signé à l'indépendance, et que ça devenait caduque, que le Burkina ne reconnaissait plus ces accords-là. Je vais vous poser la question alors autrement à tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui, ces pays ont besoin des militaires français, ou est-ce que la France a besoin de ces implantations ? Intérêts partagés, convergents ou divergents des uns et des autres ? Rémi Carayol d'abord et puis Francis ensuite. Un peu des deux, parce qu'il faut quand même rappeler une réalité. Si l'armée française compte des soldats dans ces pays, c'est parce que ces pays, les dirigeants de ces pays, veulent bien de cette présence-là. Moi, j'ai souvenir à Dakar, au début des années 2010, il y avait peut-être la volonté de fermer la base de Dakar. Et c'est Abdoulaye Wade, alors président du Sénégal, qui avait dit non mais ça serait bien quand même qu'il reste une petite présence pour des intérêts d'ordre sécuritaire, mais aussi des intérêts d'ordre économique. Ça fait une forme de vie économique. Et à Abidjan, par exemple, on sait très bien qu'Alassane Ouattara espérait de tous ses voeux que l'armée française reste à Abidjan. En l'occurrence, pour Ouattara, ça représentait une forme d'assurance-vie dans un contexte extrêmement tendu. Francis Clatindé, vous utiliseriez la même expression, l'assurance-vie pour certains dirigeants ? C'est une assurance-vie
Ça l'a été dans le passé. Ça l'est moins aujourd'hui, parce qu'il y a moins de chefs d'État complètement ayant les yeux rivés sur l'Élysée. Et je voudrais juste nuancer le propos de Rémi sur le Sénégal. J'étais au Sénégal quand Abdoulaye Wade a annoncé le 4 avril, le jour de la fête de l'indépendance en 2011, c'est la fermeture de ces bases qu'il a demandé. En même temps, il négociait pour que le loyer soit surévalué. Parce que la France payait que dalle pour la présence de ces bases. Et donc, lui, il pensait profiter de cela pour faire monter les prix de l'immobilier. Un jeu compliqué. Ouais. Le président de la République parle maintenant d'une africanisation de ces bases françaises. Qu'est-ce que ça veut dire, Francis Patinet ? Alors, ça encore, c'est une excellente question, parce qu'on ne sait pas. Il parle d'une baisse des effectifs français. Aujourd'hui, il y a environ 1600 militaires français dans les bases africaines. En tout cas, c'est les chiffres que nous avons. Vous avez les mêmes ? Non, il y en a beaucoup plus. Il y en a dans les bases dites historiques. Je parle des forces prépositionnées. Oui, il y a 3000 soldats français. Entre Libreville, Dakar, Abidjan et Djibouti. Surtout, il y a 3000 soldats français, en plus des 3000 qui sont actuellement au Sahel. Je vous ai interrompu donc sur l'africanisation, qu'est-ce que ça signifie ? Il parle d'une montée en puissance des militaires africains, la transformation de certaines de ces bases en centres de formation. C'est des idées assez anciennes, hein. Ça n'a rien de nouveau et qu'il a remis au goût du jour, mais on ne voit pas concrètement, pour le moment, on ne voit pas concrètement à quoi est-ce que la France elle a besoin d'être là-bas parce qu'elle a d'autres ça permet sur l'échiquier international d'exister là-bas. Alors je vois mal comment dans les 4 ans à venir on va fermer ces bases et les transformer en centres de formation. Oui, c'est un concept assez ancien, comme le dit Francis, parce qu'en 1997, la France, c'est alors Jospin, le Premier ministre, annonce qu'elle va développer le concept de RICAMP, qui est un concept justement d'africanisation et de coopération étroite entre l'armée française et les armées africaines. Et on retrouve dans les mots de l'époque à peu près les mêmes mots que ceux qu'a tenus Emmanuel Macron lundi lors de son... La nouveauté n'est pas si nouvelle. Non. Faisons un pas de côté, revenons en France, cette fois, en France, dans l'Hexagone. Qui défend aujourd'hui, Rémi Carayol, le maintien des soldats sur le continent ? L'état-major ? L'industrie de l'armement ? Qui aujourd'hui ? L'état-major, c'est certain. Pour l'armée française, l'Afrique, c'est quelque chose de très important. Et pour tout un tas de raisons. Pour une raison historique, l'Afrique a fait la gloire de l'armée de terre, notamment française, et les officiers sont très attachés à cette terre, de par donc, de l'histoire. Pour des raisons d'ordre économique aussi, l'Afrique, ce sont des primes, notamment. Ce sont des possibilités d'avancement assez importantes. Et puis, pour des raisons opérationnelles, l'Afrique, c'est un théâtre d'entraînement qui est salué, qui est estimé nécessaire par l'état-major. On sait que Djibouti, si cette base est si importante, c'est pas seulement pour son plan stratégique, mais c'est aussi parce que c'est un moyen de s'entraîner dans des zones hostiles. Et l'industrie de l'armement, qui est particulièrement puissante en France, que dit-elle de cette présence française ? Est-ce qu'elle en a besoin ? Alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions économiques, j'ai du mal à le signifier. Par contre, je ne pense pas que l'industrie de l'armement ait besoin forcément de ces bases. Elle, ce qui les intéresse plus, c'est les opérations militaires. On a vu avec Barkhane et Serval que ça a permis de booster notamment les ventes d'armes françaises à l'étranger. C'est une forme de vitrine. Sur les bases, je serais un peu plus nuancé. Alors avançons, si vous le voulez bien, ensemble sur cette question précise des opérations Serval et Barkhane. C'est vrai que depuis une dizaine d'années, la présence militaire française en Afrique a eu un nouveau visage avec la lutte contre les groupes islamistes au Sahel. Qu'est-ce que ça a fondamentalement changé en Afrique, Francis ? Pas grand-chose, parce que après Serval et Barkhane, on se rend compte que les groupes djihadistes n'ont jamais été aussi puissants. Il y a toujours des morts, et il y a une avancée même de ces groupes. Le Mali, aujourd'hui, quasiment tout le nord et tout le centre est occupé par ces groupes-là. Le mouvement s'est étendu vers le Burkina Faso, un peu moins vers le Niger, mais qu'est-ce qu'on note depuis ces derniers mois ? C'est une descente vers les pays côtiers. Donc la Côte d'Ivoire, le nord du Ghana, le nord du Togo et le nord du Bénin sont attaqués, sont l'objet d'attaques récurrentes. Rémi, je vais vous poser la même question. Je rappelle que vous venez donc de publier ce livre intitulé « Le mirage sahélien ». Quel bilan vous dressez-vous de ces opérations ? Et ce que ça signifie, puisque c'est notre sujet du jour, sur la présence militaire française
dans la région? Alors, cette opération s'est soldée par un échec. À peu près tout le monde l'admet, hormis l'exécutif et l'état-major. Un échec à la fois politique, parce que la France n'a pas été en mesure d'accompagner les opérations militaires et d'avoir des résultats politiques, mais pas que la France. Les États concernés en premier lieu et l'ensemble de la communauté internationale. Mais c'est aussi un échec militaire, ce que ne reconnaît pas l'état-major. En l'occurrence, les missions qui avaient été assignées à l'armée française n'ont pas été remplies. Elle n'a pas été capable, et pour tout un tas de raisons qui seraient très longues d'expliquer, mais elle n'a pas été capable d'endiguer l'avancée des groupes djihadistes. Là où, à mon sens, elle a dans certaines zones réussi à limiter la casse, effectivement, à quelque part déranger les groupes djihadistes dans leur volonté de développement, mais elle a aussi eu un aspect négatif, c'est-à-dire qu'elle a empêché cette présence militaire et ce prisme militaire, elle a empêché de chercher des solutions alternatives à celles de la force pour en finir avec ce conflit extrêmement meurtrier. Depuis plusieurs années au Mali, mais dans d'autres pays, des gens avancent l'idée qu'il faut commencer à discuter avec certains de ces chefs djihadistes, de ces groupes, et la France, pendant longtemps, s'y est opposée pour la simple raison que ces soldats se battaient contre ces groupes. Francis Patindé, faites-vous la même analyse? Absolument. Et la France a quand même réussi à faire éliminer quelques chefs djihadistes qui ont été liquidés, neutralisés pour utiliser le terme. Et ça, c'est une bonne chose. Mais la France s'est toujours opposée à des négociations directes entre les Maliens et les chefs djihadistes, alors que certains de ces chefs sont des Maliens. Tous ne sont pas des étrangers. Il y a quelques étrangers, mais la plupart sont des Maliens. Donc, à un moment donné, il va falloir discuter avec eux. Emmanuel Macron vient donc de prononcer ce discours sur la présence militaire française, je l'évoquais. Mais avant ce discours, il y en a eu un autre très marquant. C'était au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, en 2017, discours à l'université de Ouagadougou, et l'annonce, là encore, d'une rupture avec ses prédécesseurs. On en écoute un extrait, on en parle après. Alors on m'a dit, ici c'est un amphithéâtre marxiste et panafricain. Donc je me suis dit, c'est l'endroit où je dois aller pour m'exprimer. Parce que je ne vais pas venir ici vous dire que nous allons faire un grand discours pour ouvrir une nouvelle page de la relation entre la France et l'Afrique. Où je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Il y a une politique que nous pouvons conduire, il y a des amis, il y a des gens avec qui on est d'accord, d'autres non. Mais il y a surtout un continent que nous devons regarder en face. Alors il n'est jamais aisé, compte tenu de notre histoire partagée, pour un président français de venir parler comme cela de l'Afrique. Et je n'aurai pas la prétention ici d'exprimer la complexité et la diversité d'un continent de 54 pays. Le président français à Ouagadougou en novembre 2017. Je vous voyais sourire, Francis Patindé. Que reste-t-il de ce discours plus de 5 ans après ? Pas grand-chose. S'il a éprouvé le besoin de refaire un autre discours lundi dernier, ça veut dire que le discours d'Ouagadougou est quasiment oublié, parce que les promesses n'ont pas été tenues. Il y a eu des promesses de beaucoup plus de démocratie, la France devait être beaucoup plus regardante par rapport à la gouvernance. Elle ne l'est pas ? Elle ne l'est pas. Depuis 5-6 ans, elle n'a jamais été. Les dinosaures sont toujours là, hein. Il y a eu des successions dynastiques. Vous voyez, au Tchad... Qui sont les dinosaures ? Les dinosaures, c'est Bongo au Gabon, c'est la visite du jour, le Gabon. Au Congo. Donc, ces dinosaures sont toujours là. Et pire, le président français est allé à N'Djamena, au Tchad, au moment de la succession, parce que le président Idriss Déby a été tué au front et son fils s'est accaparé du pouvoir. Et il a éprouvé le besoin d'aller là-bas pour l'intronisation du fils. Ça a beaucoup choqué l'opinion en Afrique.
Rémi Carayol. Oui, le gros souci avec Emmanuel Macron, c'est que parfois il peut dire des choses qui peuvent être séduisantes, mais dans les faits, ça ne se retrouve pas. Moi, je prendrai un exemple. Qu'est-ce qu'il a dit lundi dans son discours? Il a dit que la France, et lui donc, préfère les institutions solides à des hommes providentiels. Or, que voit-on? Effectivement, il va adouber Mahamat Idriss Déby alors que celui-ci vient de faire un coup d'État après la mort de son père au Tchad en 2021. Et où se rend-il aujourd'hui? Il se rend au Gabon de la famille Bongo, il faut bien dire de la famille Bongo, puisqu'elle est au pouvoir depuis 55 ans. Il se rend au Congo, Brazzaville, de Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 38 ans. Et l'été dernier, il s'est rendu au Cameroun de Paul Biya, 90 ans, et au pouvoir depuis 40 ans. En fait, le discours de Ouagadougou, où il prétendait s'adresser à la jeunesse, et où depuis 6 ans, il prétend s'adresser à la jeunesse et à ce qu'il appelle la société civile, une société civile qu'il choisit. Et dans les faits, que retrouve-t-on? Finalement, il se retourne vers les présidents emblématiques de ce que l'on appelle le précaré français ou de la France-Afrique. Pourquoi? Le principe de réalité, j'imagine. Il y a des enjeux économiques qui sont importants et Emmanuel Macron doit bien, quelque part, se plier à ces enjeux. L'Angola et le Congo-Brazzaville, deux des pays où il se rend, sont des pays pétroliers qui occupent une place très importante, notamment pour la firme française Total. Tout comme le Gabon, d'ailleurs. Hein. Et il y a aussi le problème, c'est que ces chefs d'État ont une longueur d'avance sur Macron. Ah oui, ils connaissent bien la politique française, ils connaissent bien les membres de l'état-major, ils connaissent ceux qui ont, depuis 1960, ont fait la politique africaine. Donc, ils ont une connaissance de la politique globale, et pas seulement africaine, que Macron. Mais vous avez entendu, là, dans ce discours de Ouagadougou, Emmanuel Macron disait « La France n'a plus de politique africaine ». La France a toujours... La France, sans l'Afrique, c'est comme un véhicule sans carburant. Vous voyez, la France a besoin de l'Afrique pour exister. Au plan diplomatique, à l'Assemblée générale des Nations unies, la France a besoin de l'Afrique pour exister économiquement. Il ne faut pas se voiler la face. Et la France a besoin du pétrole, a besoin de l'uranium africain. Rémi Carayol. Imagine-t-on Emmanuel Macron faire un discours sur l'Amérique du Sud et disant la France n'a pas de politique sur l'Amérique du Sud. Non, il n'y a que sur l'Afrique que ce genre de discours existe. C'est bien la preuve qu'il y a encore une politique africaine de la France. Merci à tous les deux. On va continuer à parler de ce lien toujours très particulier à travers le prisme militaire, mais pas uniquement parce qu'évidemment, quand on parle de l'armée, on parle de bien d'autres choses aussi. On vous retrouve tous les deux, Francis Kpatindé, Rémi Carayol, dans une vingtaine de minutes. On va essayer de jeter les bases de ce que pourrait être la future relation. Si elle change, je nuance et je précise tout de suite. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Jean Lémarie. Partir ou rester? Depuis ce matin, nous essayons de comprendre, de cerner les atermoiements de la France sur le continent africain. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron est en visite au Gabon. Le chef de l'État ira ensuite en Angola, au Congo et en République démocratique du Congo. Il est arrivé en annonçant la fin des bases militaires françaises, en tout cas telles qu'on les connaît. Nous sommes toujours avec nos deux invités en studio, Francis Kpatindé, ancien rédacteur en chef du Monde Afrique, enseignant à Sciences Po, et Rémi Carayol, qui vient de publier Le Mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, aux éditions La Découverte. La France dit qu'elle va être moins visible. Visible, c'est le mot employé par Emmanuel Macron dans son discours au début de la semaine. Il évoque donc un effacement. Mais ceux sur le terrain qu'on voit de plus en plus, ce sont d'autres étrangers. Je pense évidemment aux Chinois dans le domaine économique. Et puis dans le domaine militaire, on en a énormément parlé ces derniers mois. Ce sont les Russes, et notamment les Russes de Wagner, cette milice présente notamment au Mali. Qu'est-ce que ça pèse, ça, Rémi Carayol, dans le contexte et l'annonce d'Emmanuel Macron? Bon, ça pèse énormément dans le sens où on a une arrivée de mercenaires effectivement, mais qui sont dont le groupe Wagner est intimement lié au pouvoir de Moscou et où il faut inscrire ça dans le jeu géopolitique mondial et dans le jeu d'influence des nations en compétition. Moi, je serais tout de même plus réservé quant à cette annonce de moindre visibilité, puisque dans le même discours, en l'espace de moins d'une minute,
Emmanuel Macron a annoncé que les soldats seraient moins visibles, mais il a annoncé qu'il fallait être plus visible dans le domaine de la communication. Il n'y a même pas une minute entre les deux termes, donc il y a quand même une espèce de contradiction qui se pose. Moins visible ou plus visible Quelle communication ? Ce qu'on appelle au niveau à Paris depuis quelque temps la guerre informationnelle, c'est-à-dire que Paris estime à juste titre être la cible d'une guerre de propagande menée notamment par Moscou dans ce qu'on appelle le précaré français. Emmanuel Macron refuse ce terme, mais c'est quand même une réalité. Donc il y a cette guerre informationnelle qui se pose, et la France a décidé de contre-attaquer. Autant au début ils ont été assez rétifs à contre-attaquer, maintenant ils ont clairement décidé de contre-attaquer. Mais se pose une question centrale. Pourquoi être moins visible militairement alors qu'on sait qu'il y aura toujours une présence, mais être plus visible dans la communication alors que l'on sait qu'aujourd'hui, s'il y a notamment un rejet de la part d'une partie des populations africaines, c'est parce qu'on estime justement qu'il y a une trop forte présence de l'ancienne puissance coloniale. Là, il y a une contradiction, à mon avis, qu'il faudra à un moment donné résoudre. Francis Patindé, est-ce que vous voyez une forme de paradoxe là ? Ben, il manie le paradoxe, parce qu'on est absent, présent, on est moins de militaires, mais les hommes d'affaires doivent être beaucoup plus présents, doivent être agressifs au sens anglo-saxon. Commercial. Au sens commercial, être là-bas, mouiller leur veste et tout ça. Et les chefs d'entreprise eux-mêmes doivent aller sur ce continent et ne pas laisser des seconds couteaux y aller, y compris dans le voyage présidentiel. Ça, c'est ce qu'a demandé effectivement explicitement le chef de l'État. Il exhorte les entreprises françaises à agir autrement et finalement à ne pas faire comme si leur situation en Afrique était une évidence, un acquis. Parce qu'il prend acte du changement, il prend acte également du désamour. Ce désamour est croissant. Ce désamour entre l'Afrique et la France, ça ne tient pas à Wagner. Wagner, c'est de date récente. Et c'est longtemps. Pour nous qui voyageons en Afrique depuis des décennies, on sentait ça venir. De quand le datez-vous, Francis ? Moi, il y a au moins 20 ans, un peu après les conférences nationales de 1990, et quand Chirac a quand même dit que l'Afrique n'est pas mûr pour la démocratie. Et quand M. Sarkozy, plus tard, dira à Dakar que l'Afrique n'a pas assez pris le train de l'histoire, que les Africains sont lymphatiques, assis sous les cocotiers, à attendre que l'histoire se fasse. Vous voyez ? Et donc tout ça, ça a contribué à envenimer les choses. Rémi, est-ce que vous avez le même sentiment et les mêmes bascules, les discours notamment que Francis Patindé évoquait à l'instant. Ça a compté, ça ? Oui, bien sûr. Alors, ces discours illustrent, à mon sens, un phénomène beaucoup plus profond et qui renvoie à la décolonisation des anciennes possessions françaises sur le continent. Une décolonisation qui a été, entre guillemets, factice, ou en tout cas qui n'a pas été complètement accomplie. Et ça ressort aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé la France-Afrique, ce qu'on appelle toujours parfois la France-Afrique, ce lien parfois d'ordre incestueux, j'allais dire, entre les élites françaises et certaines des élites des pays africains, aujourd'hui ça ne passe plus, notamment auprès de la jeunesse africaine, jeunesse qui est très importante et qui est de plus en plus connectée, qui est de plus en plus informée par le biais des réseaux sociaux et qui n'accepte plus ce que l'on pouvait accepter de manière plus ou moins passive il y a 20 ou 30 ans. Je reviens tout de même au poids réel qui est sans doute difficile à évaluer de ces puissances importantes qui continuent à essayer de se développer en Afrique. La Chine évidemment, la Russie évidemment. Savez-vous aujourd'hui évaluer leur poids réel sur le plan militaire, sur le plan politique, sur le plan géostratégique, Francis Patindé? Alors, le premier adversaire de la France, si je puis dire adversaire avec beaucoup de guillemets... Mais vous dites adversaire quand même. Adversaire quand même, de la France, c'est la Chine. Et d'ailleurs, le président ne s'est pas attardé, il n'a pratiquement rien dit sur la Chine, parce que c'est le premier partenaire africain, des pays africains aujourd'hui, commercial, au plan commercial. Et ce qu'on ignore, c'est que la Chine est également en 10e position pour les troupes, sa contribution en troupes pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Et que c'est le premier contributeur financier de ces opérations de maintien de la paix, au point que Pékin cherche à prendre la tête du département de maintien de la paix des Nations Unies à New York. La Chine est le premier contributeur. La Chine est le premier contributeur en argent et 10e contributeur
pour tout ce qui concerne les troupes. Au point qu'actuellement, vous savez que l'important département de maintien de la paix des Nations Unies est occupé depuis plusieurs années par des diplomates français. Mais la Chine lorgne ce poste-là. Que cherche-t-elle, la Chine, au-delà des intérêts économiques qu'on a souvent vus? On se souvient des grands chantiers, parfois des chantiers pharaoniques menés par des Chinois sur le continent africain. Quel est son but? C'est du soft power? C'est plus que ça? Qu'est-ce que c'est? C'est au-delà de ça. La Chine, elle veut le commerce, elle veut les terres agricoles, parce que la Chine a besoin de nourrir sa population. La Chine investit, mais contrairement, pas seulement dans l'équipement, les BTP, mais également dans l'avenir, dans la jeunesse. Par exemple, la Chine, aujourd'hui, octroie des bourses aux jeunes et aux écoliers africains. La Chine invite pour des séjours, des longs séjours, des journalistes africains à Pékin. Dans quel pays en particulier? Plutôt dans l'espace anglophone, dans l'espace francophone, là où sont les anciennes colonies, ou ça? L'Éthiopie, la Zambie, l'Angola, ça c'est trois des pays où la Chine investit massivement. D'ailleurs, ces 3 pays sont largement endettés parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui sont endettés par rapport à Pékin. Et là, la question économique, évidemment, à nouveau, est fondamentale. Et quant à la Russie, Rémi Carayol, est-ce que le champ d'intervention de la Russie est le même, encore une fois, au-delà des mercenaires de Wagner et de leur lien, évidemment, avec le Kremlin? Alors, la Russie, dans sa stratégie récente, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une longue histoire entre l'Afrique et ce qu'on appelait à l'époque l'URSS au moment de la guerre froide. Il y a eu un retrait quelque part de la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique, mais la Russie depuis quelques années revient et c'est clair qu'elle cible, alors elle cible plusieurs pays, puisque notamment la Libye, le Soudan sont des pays qui ne sont pas dans la sphère d'influence française, pas directement, mais par contre, depuis quelques années, on voit qu'elle cible très clairement des pays qui relèvent entre guillemets, de la sphère d'influence française. La Centrafrique, évidemment, ça a été quelque part le premier pays du carré français où elle a mis les pieds. Le Mali, c'est particulièrement spectaculaire, puisque non seulement les hommes de Wagner ont quelque part pris la place de l'opération Barkhane, mais on voit aussi qu'au niveau de l'ONU, le récent vote concernant la condamnation de l'agression russe en Ukraine, on voit que le Mali a voté contre cette fois-ci. Donc on voit qu'il y a un effet direct en fait de cette nouvelle coopération. Et on sait que la Russie lorgne d'autres pays, notamment le Burkina Faso, même si à l'heure actuelle, rien ne démontre que les autorités burkinabées n'ont accepté la présence notamment des mercenaires du groupe Wagner. S'agissant de la Chine, Francis Patinde insistait sur l'argument économique, l'intérêt économique chinois. Et alors l'intérêt russe, quel est-il d'abord ? J'aurais tendance à dire qu'il est plutôt géopolitique, géostratégique, c'est-à-dire qu'on est dans une guerre d'influence, on a besoin d'influence notamment au niveau de l'ONU. La Russie n'a pas, en termes d'intérêt économique, ils sont quand même bien moindres. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de présence de groupes économiques russes en Afrique, mais c'est clairement pas la même ampleur, la même priorité non plus pour Moscou. Bon, vous avez prononcé le fameux mot France-Afrique, vous êtes je crois le premier ce matin autour de cette table à l'avoir employé. Est-ce que la France-Afrique est peu à peu remplacée par une Russe-Afrique ou une Chine-Afrique? Moi, je ne crois pas du tout pour la Russie. Ou est-ce qu'on a besoin de mots comme ça pour se rassurer et simplifier? Oui, non, pour la Russie, non, pas du tout. Ils n'en sont pas là et Rémi vient de l'expliquer. Ils font par exemple des manœuvres avec les Sud-Africains. Des manœuvres militaires, mais ils n'ont pas de présence commerciale, en fait, en tout cas pas visible. Ils ne sont pas conquérants, ils assurent, ils sont dans le milieu de la sécurité, ils essayent d'avoir des relations avec les anciens pays qu'ils avaient aidés, comme l'Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier, l'Union soviétique était capitale pour la libération de beaucoup de pays africains. Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie, le Mozambique, la Guinée-Bissau. Donc, ils ont été présents. Donc, on leur est redevable un peu de ça, sur un plan historique. Même si, je fais remarquer qu'il y avait des Ukrainiens aussi. C'était l'Union soviétique. Donc, c'était tout ce monde qui aidait l'Afrique. Ce n'était pas que la Russie. Si je vous suis bien, la donne tout de même, et la donne géopolitique, est clairement en train de changer sur le continent. Vous nous dites aussi que la France commence à comprendre que les choses ont changé. Est-ce que face à ceux que vous avez appelés, Francis Patinde, des adversaires tout à l'heure, ou en tout cas des rivaux sur le continent dans différents domaines, est-ce que la France aujourd'hui a une stratégie claire quand vous entendez le chef de l'État et
et avec la compréhension que vous avez des événements. Rémi Carayol et Francis Patindé là-dessus. On a du mal à cerner la stratégie de la France. De fait, Emmanuel Macron dit lui-même qu'il n'y a pas de politique africaine. Bon, alors est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il n'y en a pas une? Elle est assez difficilement cernable. Moi, je crois que la France a énormément de mal à se... La première des choses à faire, en fait, si l'on veut retrouver une forme d'influence sur le continent africain, c'est d'analyser ce qui a été mal fait depuis les indépendances. Et c'est le gros déficit en France dans le débat public et au niveau des autorités, c'est une incapacité à se remettre en question, à voir les choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et moi, je prends la question, par exemple, de la présence militaire. On sait qu'aujourd'hui, c'est un vecteur de mécontentement puissant, c'est un carburant très puissant pour susciter une forme de révolte contre ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Moi, ce n'est pas un terme que je privilégie, contre la politique française en Afrique. Peut-être que le moment serait idéal pour questionner cette présence militaire française, qui est remarquable, dans le sens, elle est extraordinaire. C'est-à-dire... Est-ce que c'est pas tout de même ce que le chef de l'État fait en ce moment, malgré les ambiguïtés que vous avez pointées? Dans le discours, il le fait, mais dans les actes, il ne le fait pas. Les bases, aucune n'est fermée. La présence au Sahel, alors que l'échelle de Barkhane est consommée, elle est toujours là. On a 3000 soldats qui sont là, on ne sait pas dans quel cadre d'ailleurs ils sont là. Donc en fait, pour l'instant, il y a le discours, mais dans les actes, il n'y a rien de concret. Il y a deux sujets sur lesquels la France doit discuter, ou enfin les dirigeants français doivent aborder avec les Africains. Ces deux sujets. Le premier sujet, c'est la question des bases. Ces bases permanentes, 63 ans après les indépendances, à quoi ça sert? Il faut en parler publiquement en France, mais également en Afrique. Deuxième sujet... Pardon, je vous interromps juste un instant. En parler avec qui? En parler avec la population dont parlait Rémi? Ou en parler avec les dirigeants? Parce que vous nous expliquez en même temps, tous les deux, oui, que certains dirigeants tiennent à garder des militaires français comme appui non pas à leur pays, mais à leur propre pouvoir et parfois à leur pouvoir personnel. Alors, il y a une duplicité chez certains dirigeants. Quand vous les voyez en privé ou en cas d'yeux, ils vous disent tout à fait autre chose. Donc, mais il faut en discuter avec les opinions publiques, avec ceux qui font l'opinion en Afrique, la société civile, les syndicats. Il faut en discuter. Et le deuxième sujet que Macron évite d'aborder, c'est la question monétaire. Le franc CFA. Honnêtement, l'opinion publique en Afrique n'en veut plus. Et vous savez, une monnaie ne peut pas vivre, ne peut pas prospérer s'il n'y a pas une adhésion populaire. Et donc, les gens ne veulent plus de base, mais ils ne veulent pas non plus du franc CFA, même ripolliné, même après un lifting. Et j'ajouterais à cela le fait aussi qu'il faut arrêter de prendre les Africains de haut. Il en a parlé, il a parlé de modestie et tout, mais la France doit passer du statut de celui qui dicte au statut, à la posture de la personne qui écoute. Et ça, c'est important en Afrique. Diriez-vous qu'encore aujourd'hui, les dirigeants français, les uns après les autres, sont dans cette posture? Ils sont dans cette posture. Je vais vous donner un petit exemple. Vous n'y pensez, on pense France-Afrique, c'est au niveau global. Mais je vais vous dire, pour les entraîneurs des équipes nationales de foot d'Afrique, mais beaucoup d'ambassadeurs appellent le président de la République, même quand la concurrence est entre un entraîneur français et un entraîneur allemand, mais ils obligent, ils poussent, ils font pression pour que ce soit l'entraîneur français qui soit pris. Je le tiens de plusieurs ambassadeurs et de plusieurs chefs d'État. Il y a 2 ans, Emmanuel Macron avait confié une mission à l'historien camerounais Achille Mbembe. Il lui avait demandé de tracer des pistes pour l'avenir et l'intellectuel à l'époque parlait de différends à apurer. Alors vous avez employé encore d'autres mots, mais l'idée est là tout de même. C'est ce que vous nous disiez à l'instant. Mais alors, par quel bout on le prend encore une fois? Parce que le constat, j'ai l'impression aussi en vous écoutant qu'il est quand même assez largement partagé aujourd'hui. Par où commencer, Rémi Carayol? Alors, j'ai pas la réponse à cette question. Effectivement, c'est pas simple. Mais à mon sens, il y a quelque chose qui n'a jamais été fait et qui peut-être devrait être fait à un moment donné. C'est une rupture, pas une rupture totale, mais il y a un moment donné où il faut
il faut quelque part rompre pour repartir sur des bases saines, quand les bases ne sont plus saines. Et c'est ce que ne veulent pas le faire les dirigeants français. Alors, et certains dirigeants africains aussi, mais c'est pas simple, quand on est président français, effectivement, de rompre, c'est-à-dire de s'aliéner son pouvoir d'influence au niveau mondial. Encore une fois, on en revient à quelque chose. Il y a les intérêts économiques qui sont importants, les intérêts militaires, mais il y a l'intérêt géostratégique de l'influence. Puis il y a la question de la sécurité. Vous connaissez très bien le Sahel, le djihadisme, la menace terroriste ou la crainte du terrorisme aussi sur le sol français. Alors là, ça compte dans le raisonnement ou pas encore ça compte dans le raisonnement des autorités françaises, et pour le coup j'en parle dans mon livre. C'est un raisonnement qui est quelque peu, non pas farfelu, mais c'est une construction artificielle, dans le sens où les groupes djihadistes sahéliens n'ont jamais, à aucun moment donné, posé d'acte d'agression sur le territoire français. Ça a été avancé à un moment donné par les autorités françaises quand ils voyaient que l'opération Barkhane commençait à perdre un peu sa bonne image, mais le lien, il est vraiment très ténu. Il est fait par les dirigeants français, de même qu'ils font le lien avec les questions migratoires aussi, mais en fait, dans le domaine de la recherche, ce lien, il n'est clairement pas établi. À mon sens, c'est une dérive, pas seulement française, mais européenne, de concevoir le Sahel uniquement comme une frontière sud de l'Europe. Il faudrait peut-être là aussi revoir ce mode de pensée-là. Vous posez la question de l'immigration, des migrations. Là aussi, Francis, y a-t-il un point à travailler, à explorer, à retravailler, à la fois de la part des dirigeants français et de la part des dirigeants africains qui sont leurs interlocuteurs? Vous savez, si vous prenez les nationalités des gens qui traversent le Sahara et la Méditerranée, enfin en provenance d'Afrique, il y a un pays qui arrive en tête, on en parle, c'est l'Érythrée. C'est le seul pays africain où il n'y a jamais eu d'élection depuis l'indépendance. Il n'y a jamais eu. C'est le même président, il est là, pas d'élection. Vous voyez, il y a aussi, dans certains cas, pour certains migrants, il y a des migrants économiques, ça c'est vrai. Mais il y a des migrations parce qu'il y a des dictatures en Afrique. Il faut le reconnaître. Et souvent, les pays occidentaux, la France, mais l'Europe, s'accommodent avec cette situation-là. Il n'y a même pas la moindre petite dénonciation de cette situation. Il y a ça. Mais c'est vrai que plus on étouffera l'Afrique, plus les Africains n'auront pas une maîtrise sur leur économie, plus les gens viendront en Europe. Aujourd'hui, Emmanuel Macron participe à un sommet sur la forêt au Gabon, et les autorités françaises présentent la défense de l'environnement comme un axe commun, un combat majeur qu'Africains et Européens, et notamment Français, pourraient mener ensemble. Est-ce que l'écologie peut être un vrai ciment d'une nouvelle relation, au-delà de la question cruciale, notamment militaire, qu'on a évoquée longuement ce matin? Je vais vous décevoir, mais l'écologie ou l'environnement ou les problèmes, c'est des constructions occidentales. Ce n'est pas une cause populaire en Afrique. C'est-à-dire, les gens, ils prennent conscience quand il y a des inondations, quand il y a la sécheresse, des choses concrètes comme ça. Mais ce n'est pas encore une cause populaire. Et vous aurez noté comme moi que la France, qui demande aux Africains à beaucoup d'Africains de parler français, qui a créé une agence qui s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie, la dénomination du sommet dont vous parlez à Libreville est déclinée en anglais. The One Forest Summit. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Oui, Rémi, il y a un élément qui me semble quand même très important. Le Gabon, donc, qui est le pays hôte de ce sommet, a basé sa stratégie de communication à l'international sur cette soi-disant politique écologique. Mais c'est une forme de greenwashing d'ordre public. Plutôt que sur le pétrole. Parce que le Gabon dépend encore à 80% de ses exportations du pétrole, et le pays qui, proportionnellement à sa population, est celui qui pratique le plus la technique du torchage. Le torchage, c'est une technique extrêmement polluante qui consiste à brûler les gaz qui sont issus de l'extraction du pétrole. Et notamment, je vous invite à lire un article qui a été publié sur le site Afrique 21 il y a quelques mois, qui démontre que, en fait, le Gabon pratique cette politique du torchage qui entre en contradiction totale avec la défense de l'environnement. Donc on est dans une forme de greenwashing
greenwashing. Et quelque part, la visite de Macron au Gabon, au prétexte de ce sommet, pose une question qui est posée par les Gabonais en l'occurrence. Est-ce que, quelque part, c'est pas un soutien politique à Ali Bongo qui, il faut quand même le préciser, va certainement se représenter à l'élection présidentielle qui aura lieu dans quelques mois. Les Gabonais estiment que c'est le cas. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais beaucoup de Gabonais pensent que c'est plus de cet ordre que relève cette visite. Francis Patindé, oui. Oui, parce que M. Bongo vient de passer 14 ans. Parce que le mandat est de 7 ans renouvelable. C'est renouvelable à l'infini. Et il va certainement solliciter un 3e mandat dans quelques mois, puisque l'élection est peut-être septembre-octobre. Et on peut considérer que la présidence d'Emmanuel Macron est un coup de pouce politique à ce monsieur. Et donc c'est perçu par la population ainsi, en tout cas. À des habitudes et à des traditions plutôt ancienne, si je vous suis bien. En tout cas, dans la perception des choses. Ce n'est pas forcément la volonté d'Emmanuel Macron, mais la perception, c'est celle-ci, de la part de beaucoup d'Africains. Merci à tous les deux. C'était très clair et très intéressant de vous entendre articuler ces différents domaines. C'est ce que je retiens aussi en vous écoutant, c'est à quel point, en partant de la question militaire, la question notamment des bases françaises, on voit les plans et les arrière-plans qui se succèdent dans cette relation complexe toujours entre la France et ses partenaires africains. Merci à tous les deux. Francis Patindé, ancien rédacteur en chef du Monde Afrique, enseignant à Sciences Po Paris. Merci à vous également, Rémi Carayol. Je rappelle le titre de votre livre. Le mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après, point d'interrogation. Aux éditions La Découverte, on peut retrouver vos analyses et cet entretien sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité. France Culture. L'esprit d'ouverture.